Bonjour à tous, vous êtes sur la radio ici et maintenant, c'est Cyberculture. Aujourd'hui, on fait une émission spéciale et j'ai un invité d'honneur à ce propos et c'est Christophe Villeneuve qui me l'a proposé. Je me suis dit pourquoi pas, parce qu'on en parlait de données informatiques sur Cyberculture, sur la radio ici et maintenant. Bonjour à toi. Bonjour à toi, bonjour Comment à ça va? tous. Oui, et puis surtout, on va parler de disques durs. C'est Oui, surtout ça attends, qui je est sers juste le micro de notre invité. de Imre. C'est ça, c'est Imre. Que je C'est bien déforme ça. pas ton Exactement. prénom. Ouais, salut à toi. Salut les boys. Ouais, salut. Attends, il y a toi, j'ai oublié ton fils. Après, il va m'en vouloir. Voilà, salut à toi. Et toi, comment tu Bonjour. t'appelles? Evan. Evan, salut. On va parler disque dur. C'est bien ça. Voilà. Et on se retrouve tout de suite après ça. Bonjour à tous, vous êtes sur la radio ici et maintenant. C'est Cyberculture aujourd'hui présenté par William avec mon fidèle et toujours chroniqueur, toujours au rendez-vous. Je suis en train de rechercher les micros. Toi, tu es sur le micro jaune, je t'ai coupé. Salut à toi, Christophe. Oui, bonjour à tous. Alors, bonjour à toi. Voilà, bonjour à toi et bonjour à vous. Je vous rappelle qu'on a un chat qui est ouvert dès à présent, accessible de n'importe quel support informatique, votre tablette, votre téléphone portable si vous voulez. Chat.rim952.fr et accessible aussi à partir de notre site web www.icietmaintenant.com. Donc aujourd'hui, tu m'as ramené Imre, pour parler de disques durs. Donc voilà, présente-moi tout ça. Donc le sommaire, enfin l'idée de cette émission, c'est surtout qu'on a beaucoup de données. Les données, il faut les enregistrer. Donc on les enregistre sur des disques durs, des supports magnétiques. Et j'ai fait appel à un spécialiste des disques durs. Attention, parce que là, tu commences à parler de support magnétique et Imre, il commence à... Voilà. Ah. Et donc, mais avant, peut-être que, pour les auditeurs qui ne connaissent pas Imre, bonjour à toi. Déjà, merci de nous avoir d'accepter de venir nous voir. Avec plaisir. Peux-tu te présenter? Alors moi en fait j'ai créé un laboratoire de récupération de données parmi les laboratoires qui sont assez rares. C'est une activité un peu particulière. Il en existe quelques-uns seulement en France et donc quelques dizaines dans le monde. À partir du moment où les disques durs tombent en panne, les clés USB, nous effectivement on récupère les données en salle blanche pour les pannes les plus graves. À l'origine en fait moi j'ai créé des magazines. J'ai créé des magazines Amiga notamment, parce que j'ai été un fan passionné d'Amiga. J'ai créé Amiga Concept, Amiga, que je me trompe pas, Amiga Wave, CD Concept, des magazines PC, PC Jeux par exemple, c'est moi qui l'ai créé, CD Console. Console News et puis quelques autres magazines. J'ai bossé un petit peu dans la presse informatique comme l'ordinateur individuel où j'ai été responsable de la rubrique technique pendant pas mal d'années. J'étais rédacteur en chef adjoint. Donc j'ai beaucoup évolué dans la presse informatique. J'ai essayé des milliers, voire des dizaines de milliers d'utilitaires. Donc ça m'a permis de développer une sensibilité particulière dans le monde informatique et du milieu des pannes du disque dur. D'accord. Et donc oui, ces disques durs ont poussé à vouloir partager ou plutôt aider peut-être d'autres utilisateurs. En fait, dans mon parcours, quand j'étais journaliste, je l'ai été pendant une quinzaine d'années, j'ai beaucoup de lecteurs et d'amis qui rencontraient des problèmes de disques durs et qui frappaient à ma porte ou sonnaient à mon téléphone pour me demander des conseils. Et c'est vrai que dans les années 90 jusqu'à 2005, il y avait en fait quasiment une, voire deux sociétés américaines qui faisaient ça. C'était
énormément, très dispendieux. Une récupération de données, ça valait plusieurs centaines de milliers de francs et on payait en fait au mégaoctet de données récupérées. Donc quand on avait un disque dur bon à l'époque ça se comptait en mégaoctets et ça montait jusqu'à 500 ou 800 mégaoctets. Mais quand on avait 100 mégaoctets qu'il fallait payer 100 000 francs pour la récupération de données plus euh, 15 ou 30 francs le mégaoctet, ça pouvait chiffrer très très haut. Donc c'est de ça, c'est des magazines, de mon expérience de la presse informatique qui m'a amené en fait à vouloir aider les gens et à les dépanner parce que à l'époque, rien que de demander en fait un devis pour savoir si ces données étaient récupérables, il fallait payer du genre 120 ou 180 francs, il me semble de mémoire, ou euros déjà, dans les années 2000. Donc ça allait très 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 vite au niveau prix. Mais avant de parler de tout ceci, on va peut-être revenir sur, on va dire, le concept de base, le disque dur. Mm. Le disque dur qui est une pièce, un composant de l'ordinateur. Hein, William? Ah oui, c'est une unité de stockage, je le rappelle. C'est Hein. une- Parce après, là, tout à l'heure, il y avait Imre qui parlait aussi du disque dur, mais aussi vous faites de la récup de clés USB, et je présume que tu as dû montrer une section pour tout ce qui était SSD maintenant. Exactement, parce que Mm, ça, mm. maintenant, quasiment tous les produits Mac ont des disques durs SSD, alors Solid State Disk. On n'a plus un plateau ferromagnétique qui tourne à haute vitesse, mais ce sont des puces. C'est une technologie qui est très équivalente en fait à la clé USB. Donc le disque dur est apparu pour le grand public milieu des années 90 vraiment. Mhm. C'est-à-dire qu'au départ, pour les plus anciens d'entre nous, on se souvient en fait qu'il y avait des cassettes ou des Ouais, disquettes. les 5 pouces 1 quart, Oui, la et, fameuse blague du disque mou. donc ces supports magnétiques, donc une disquette, un disque, enfin une disquette ou une cassette magnétique. Est-ce qu'on peut toujours en récupérer? On peut toujours, ça existe toujours, ou c'est quelque chose qui est complètement, on va dire, abandonné? Mm. Alors les cassettes et les bandes magnétiques, oui, c'est Ah, vraiment abandonné un peu parce que obsolète. Hein. c'est totalement obsolète. Il faut une demi-heure pour enregistrer une face et on met l'équivalent de 50 kilooctets peut-être sur une face. Donc ce qu'on inscrit en un centième de seconde sur un disque dur. Mhm. Donc c'est vrai que les cassettes et les bandes magnétiques ont totalement disparu. Les disquettes, bah, il arrive encore que certaines personnes qui ont un vieil ordinateur utilisent des disquettes. On peut toujours récupérer des données sur des disquettes. La durée de vie d'une disquette est de 5 à 10 ans. Et en moyenne, mais les disquettes qu'on a depuis 20 ans sur Amiga, Atari, ces vieux ordinateurs fonctionnent toujours en fait. Donc elles ont dépassé leur durée de vie moyenne. Mhm. On peut récupérer des données dessus, on peut avoir de vieux documents. Imaginez, je sais pas, on peut parfois retrouver dans son armoire une vieille disquette avec ses documents de travail de l'université d'il y a 15 ans, 20 ans. Et Mhm. on peut avoir envie effectivement de les lire ou de les convertir. Donc dans ces cas-là, oui, on peut faire appel à un labo de récupération de données. Si la disquette est en bon état, on va juste la lire et puis inscrire les données sur un CD ou une clé USB. Et puis si elle est en mauvais état, ben, on va lancer tout un processus pour réparer la surface et récupérer ce qui est récupérable. Mhm. Mais avant de parler de données, on va Mm, parler plutôt, on va dire, matériel, plutôt les pièces détachées. mm. Comment se compose un disque dur? Parce que le disque dur, souvent quand on ouvre un ordinateur, on voit un boîtier rectangulaire Qui est dur. qui est dur, oui, Mm. parce que En, c'est son but premier. en opposition avec la disquette qui était molle. Mm. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle un disque dur. Voilà, et que peut-on trouver dans le disque dur? Parce que je ne sais pas si vous, auditeurs, moi je sais que je l'ai déjà fait. J'avais un ancien disque dur qui était en panne. Puis je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais découvrir dans cette boîte rectangulaire? Noire, souvent noire. Et donc je l'ai démonté. Alors, chose à pas faire. Ne jamais ouvrir un disque dur. On peut ouvrir un boîtier de disque dur ou son ordinateur, même portable, on peut extraire le disque dur, mais ne jamais enlever les vis qui vont recouvrir le disque dur. À partir du moment où vous ouvrez un disque dur à l'air libre, vous êtes sûr à 95% que vous perdez toutes vos données parce que comment est composé un disque dur? À l'intérieur, c'est
Pour schématiser, on retrouve un petit peu le principe du tourne-disque. On a en fait un plateau au centre Mhm. du disque dur sur un axe de rotation. Et ce plateau, justement, on l'appelle disque dur parce que ce plateau, contrairement en fait aux disquettes, ce plateau est dur. Euh, donc il y a une tête de lecture, il y a un bloc de tête de lecture, Mhm. c'est-à-dire que sur un disque dur, il va y avoir de nombreuses têtes de lecture C'est comme un qui, peigne, une espèce de peigne qui va entre les cylindres. Ok. exactement, qui va passer sur les plateaux et très très vite, à l'œil nu, on ne peut pas le voir se déplacer, c'est tellement rapide. Et donc, cette tête de lecture lie en fait le plateau qui tourne généralement entre 60 et 120 tours à la seconde. Donc, la composition, c'est ça, un axe de rotation. Ça fait du Un, 7700, 7500 ou 10 000 tours à minute, un truc comme ça. exactement, ça monte jusqu'à 15 000, Une bonne machine à laver. voilà, 15 000 tours par seconde. Ce sont en fait les disques durs de serveur qui sont plus dispendieux et plus rapides. Donc plateau, tête de lecture, puce de contrôle, et puis la partie extérieure du disque dur, c'est la seule que l'on voit, c'est ce qu'on appelle la PCB, c'est la carte électronique imprimée qui est de couleur verte. Mais pour en revenir au plateau, il faut peut-être aussi un bras, enfin quelque chose qui permet de lire, enfin des bras électroniques qui permettent de faire la relation entre. Ah, je l'attendais le petit sac. Alors j'ai mon petit sac Ouais, ouais, parce que du c'est ça Papa important. Noël. Ah oui. Bah, Alors pour la radio, on verra rien, mais pour ah, ceux si, qui si, nous suivent sur Internet, bah, pour la radio, oui, mais ceux qui nous suivent sur ordinaire, je vous rappelle, hein, à partir de notre site internet, hein, vous vous connectez tout simplement sur www.icimaintenant.com. Il y a le stream vidéo en direct. Vous pouvez voir, on va vous montrer des morceaux de disque dur pour comprendre le mécanisme. alors Donc, voilà. j'ai amené en fait quelques perles rares. En fait, on a surtout deux formats de disque dur, 3 pouces et demi et 2 pouces et demi. Les 2 pouces et demi, Mm. ce sont des formats portables qui font à peu près la taille en fait Je d'une le carte de portais. visite. Voilà, qu'on trouve dans les ordinateurs portables, les laptops. Bouge pas trop, t'énerve pas. Non, non, Voilà, c'est bien. Non, bien devant comme ça. Et tu bouges pas. je Bien bouge pas. Ah, là, t'es pas devant la caméra. Parce qu'il faut que tu regardes le retour là. Et après, tu verras que t'es bien devant. Bah non, t'y es presque. Vas-y, vas-y. Alors, et les disques durs les plus communs qu'on trouve dans nos desktops, donc dans nos ordinateurs de bureau, ce sont les 3 pouces et demi. On les appelle 3 pouces et demi tout simplement parce qu'un pouce c'est 2,53 cm. Vous multipliez par 3,5, vous avez la taille en fait, vous convertissez, vous avez la taille du disque. Donc là, bien sûr, les disques durs que j'ai apportés sont Tu pourras ouverts. brancher. Hein. Ça fait d'excellents J'ai miroirs. bloqué sur cette caméra, donc tu peux rapprocher de cette caméra. Comme ça, en vertical. Voilà, c'est bien. Voilà, et on peut faire tourner effectivement le plateau. Donc 2 pouces et demi, 3 pouces et demi, voilà la différence de taille. Ah, mais là, tu compares pas les deux plateaux là. Tourne le 2 pouces et demi, et mets-le dans le même sens. Voilà. Voilà, félicitations. Merci. Merci de ta collaboration. Donc, Donc, mais il y a quand même, bon, il y a quand même la même mécanique. Hein. On voit que c'est un peu en modèle à réduit, mais il y a quand même, c'est quand même le même format, quasiment. alors c'est en fait c'est le mini-moi. C'est C'est un petit peu dans. il y a Ok. l'original et puis le mini-moi. Ouais. Mhm. Voilà, en modèle réduit. Comme dans Austin Power. Exactement. Ouais. Là, les plateaux, en fait, donc ces disques durs ouverts sont irrécupérables. À partir du moment où il y a des empreintes de doigts, Mhm. de la poussière qui passe. euh, Peut-être qu'on peut montrer le plateau parce que je vois sur le. Non, non, sur. ah, Oui, parce que j'ai vu. ah, mais ça, c'est une paire parce qu'en fait, ce sont des plateaux. C'est un disque dur qui avait 2, 4, 6, 8 plateaux. En fait, dans un disque dur, on peut avoir jusqu'à 8 plateaux. C'est vraiment une usine à gaz. Ça, quand ça tombe en panne, c'est une horreur parce qu'en fait, comme il y a 8 plateaux, bah, il y a 16 bras de tête de lecture puisque chaque face va être lue par une tête de lecture indépendante. Et donc là, je suis en train de montrer les bras. C'est parce qu'un plateau, on peut le lire aussi bien dessus qu'en dessous. C'est bien ça. Et oui, en fait, maintenant, alors sur les 2 pouces et demi, généralement, on a un ou deux plateaux seulement parce qu'on a un problème de taille, de place. Mais sur les disques 3 pouces et demi, si on les met dans des serveurs, les disques durs 3 pouces et demi peuvent être beaucoup plus épais. En règle générale, ça fait 2 cm et demi, 3 cm d'épaisseur. Mais là, vous voyez que, enfin, vous imaginez en tout cas que 8 plateaux, ça fait 5 cm d'épaisseur. Donc le disque dur en lui-même va faire l'épaisseur de 2 ou 3 autres disques durs classiques. Mais avec le même plateau, maintenant, comment fait-on pour dire que voilà, tel plateau, on peut mettre tant de données
Et là, de plus en plus, on voit des tonnes et des gigas, même des téras de données, avec avec le même espace en niveau boîtier. En fait, les disques durs suivent la loi de Moore. C'est-à-dire que tous les 18 mois, comme pour les processeurs, on a un doublement de, de la taille de stockage. Ça fait donc maintenant au moins une vingtaine d'années qu'on suit cette évolution-là. Donc quasiment tous les 18 mois, la miniaturisation et les nouvelles technologies font que maintenant, en fait, sur la même surface de plateau, on stocke tous les 18 mois 2 fois plus de données. Ce qui fait que maintenant on a même des technologies qui permettent en fait sur un plateau d'avoir trois surfaces de lecture parce que la tête de lecture va écrire en fait dans 3 directions différentes. Elle est capable de le lire dans 3 sens différents. C'est une technologie française qui a été inventée par des chercheurs français qui ont eu d'ailleurs un prix Nobel pour ça il n'y a pas longtemps. Euh, donc c'est sûr que maintenant en fait on a quasiment plus les disques durs qui sont comme ça, une usine à gaz avec 8 plateaux. Généralement on a un, deux, voire 3 plateaux. C'est déjà très complexe à récupérer quand il y a une panne. Mhm. Mais donc les disques durs ont besoin de tourner moins vite, ils ont besoin de moins de plateaux parce que tout est beaucoup plus miniaturisé. Mais le problème c'est que si vous avez une poussière qui s'intercale dans un disque dur entre le plateau et la tête de lecture, eh bien en fait la toute petite poussière va rayer, ou en tout cas va rendre inaccessible beaucoup plus d'informations qui vont tenir dans la petite poussière. D'accord. Euh, pour en parler, on va rentrer un peu plus dans le détail dans le plateau, parce que le plateau, on peut voir, enfin bon, là quand je l'ai tourné, on voit des petites pistes, des cylindres. Peux-tu en parler un peu plus Alors, comment se compose un plateau? donc la technologie en fait des plateaux de disques durs reprend en fait la technologie de nos vieilles disquettes, hein. C'est formaté, c'est segmenté en fait en cylindres, secteurs, et la plus petite en fait unité de mesure d'un disque dur, c'est le bit. Donc c'est quasiment l'octet. Comme c'est un support numérique, en fait, dans la pratique, il n'y a que des zéros et des 1. Mhm. Voilà. Mais ensuite, effectivement, ces 0 et ces 1 qui sont inscrits à une vitesse faramineuse sur les plateaux sont retranscrits en fait en données hexadécimales, donc en données réutilisables par les ordinateurs et puis compréhensibles par l'humain. Mhm. Donc c'est ce qu'on appelle le formatage. Donc là, D'accord. effectivement, les plateaux sont formatés, Mhm. formatage d'usine. On appelle ça un formatage d'usine, c'est-à-dire avant d'acheter un disque dur, le disque dur va être donc segmenté, donc avec ses secteurs, ses cylindres, ses pistes. Et nous, quand on va acheter le disque dur, on va ensuite, la plupart du temps, le reformater dans le format de son ordinateur. Ça va être pour le Mac, ça va être un format de formatage HFS+. Pour le PC, ça va être du NTFS. Bon, ce sont des codes de formatage, il n'y a pas forcément besoin de comprendre ce que signifie en fait chaque initiale. Et puis sur Linux, ça va être du ext 2 ou ext 3. Mhm. En- Là, tu parlais de formatage, Mm. mais avant de... Parce que là, tu as parlé de NTFS, donc ce sont les dernières normes. Mais bien avant, il y avait aussi d'autres normes de Ouais. formatage. Les formatages évoluent en fonction des technologies, de nos besoins, parce que chaque formatage est limité à une quantité de disques. Avant le NTFS, il y avait du FAT16, FAT32, et un disque dur ne peut pas être. Les disques durs d'aujourd'hui ne peuvent pas utiliser. Si vous formatez un disque dur en FAT32 ou FAT16, qui est le format en fait de formatage généralement des clés USB, vous allez être limité en taille. Ça va être, je pense, la FAT32, c'est 2 gigabytes peut-être. C'est bien ça, c'est 2 Bon. gigas. C'est ça. Oui. Et de la même manière, le formatage NTFS classique va être limité à 1,5 terabytes, je pense. Maintenant, nos disques durs font 2-3 terabytes. Donc, on est à chaque fois obligé de passer à de nouvelles normes qui permettent de formater des disques toujours plus grands. Mhm. Et le formatage en FAT, comme on peut appeler, qui correspond avant le FAT16, FAT32, c'est plus orienté disquette, ou on pouvait aussi le faire pour les disques durs.
Alors la FAT16, la FAT32, les disquettes étaient effectivement formatées en FAT16 ou FAT32. On peut le faire pour les clés USB en dessous de 2 gigabytes, il me semble. Ensuite, on est obligé de passer en NTFS. Chaque formatage, chaque type de formatage, en fait, a ses contraintes. Le FAT32, alors c'est un format qui est quasiment plus utilisé maintenant, mais l'avantage du FAT32 par exemple, c'est qu'un disque dur externe qu'on va formater en FAT32, on va pouvoir écrire et lire aussi bien sur Mac, sur PC que sur Linux. Donc c'est un format qui est un peu plus lent que le NTFS, mais en tout cas il permet d'être lu et écrit par tous les systèmes actuellement. Alors que le NTFS va pouvoir être lu sur un Mac, mais on ne pourra pas écrire sur un disque dur NTFS, qui est le format PC. D'accord. Mais Linux peut sans problème faire lire et écrire ce Alors format. Linux, effectivement, bon, c'est un système génial, mais qui est parfois un petit peu compliqué à paramétrer. En tout cas, il faut rajouter des modules qui sont tous gratuits et qui permettent d'utiliser tous les formats de la planète, même les plus anciens. Donc ça, effectivement, on n'a aucun souci. Les utilisateurs Mac vont avoir un petit peu plus de réticence, pas forcément de difficulté, mais plus de réticence à aller fouiller dans la machine pour ajouter un module qui va être la plupart du temps payant, qui va permettre d'écrire aussi via une interface logicielle, qui va permettre d'écrire en fait sur le format NTFS du PC. Sachant que le PC, lui, de base, effectivement, ne peut lire que le NTFS, il faut passer par des logiciels pour lire les disques durs Mac et Linux. Dans l'idéal, ce serait de trouver un format qui plaise à tout le monde et qui soit universel. Parce qu'aujourd'hui, les disques durs ne peuvent pas passer d'un support à l'autre. Mais la clé USB, justement, formatée en FAT32, permet d'être comme ça utilisée, lue et écrite sur toutes les machines. Et si on formate une clé USB en NTFS, enfin disons euh, dans les dernières normes ou tendances suivant le système d'exploitation, enfin Windows, Mac, est-ce qu'on risque d'avoir une incompatibilité? Bah, en fait, déjà, les clés USB peuvent être formatées en NTFS à partir d'une certaine capacité. Je pense de mémoire que c'est 2 gigaoctets. En dessous, on est obligé, la capacité de la clé USB nous oblige à formater en FAT32. Généralement, on ne le sait pas forcément en achetant la clé USB, hein. On se pose jamais la question quand on n'est pas un minimum technicien. On achète une clé USB, on met dans l'ordinateur. Si ça marche, on se pose aucune question et on l'utilise comme ça. Mais il y a toujours un intérêt de changer le format de la clé USB pour gagner en rapidité, pour permettre une défragmentation, que ce soit du disque dur ou de la clé USB. Je pense que c'est un sujet qu'on abordera plus tard pour savoir ce qu'est la défragmentation et quel est son Mhm. intérêt. Donc oui, une clé USB formatée en NTFS ne pourra pas être lue, pourra être lue mais pas reconnue, pas écrite sur Mac. Mhm. Est-ce qu'on peut démonter une clé USB et qu'on va découvrir à l'intérieur des plateaux? Ah non, pas du tout. La clé USB, en fait, pour schématiser, c'est vraiment une sorte de bâton, une sorte de Mr Freeze de carte électronique. Et dessus, on a un Mm. quartz qui permet en Comme fait les de... cartes qu'il y a sur les disques durs. Mm. Exactement. Donc, Alors t'attendais. Là, tu dis un truc, mais c'est le truc efficace. on retrouve effectivement cette plaque de silicium qui va faire, on va dire, 1 centimètre sur 4 centimètres de long. Il va y avoir un quartz qui va donner effectivement le tempo de la clé. Et puis une puce mémoire qu'on retrouve dans les disques SSD. C'est le même type de puce. Euh, c'est un peu la même puce qu'on retrouve aussi sur les barrettes mémoire des ordinateurs, à la seule différence que c'est une mémoire qui n'est pas volatile, c'est-à-dire que lorsqu'on on enlève le courant, la mémoire reste en fait dans la puce, hein, contrairement aux barrettes mémoire de l'ordinateur. Quand on éteint l'ordinateur, la mémoire se vide. Mhm, d'accord. Et tout à l'heure, on parlait de formatage, donc les différents formats de FAT, FAT32, NTFS, etc. Euh, Ce formatage, est-ce qu'il a vraiment un intérêt, par exemple, qui va customiser, enfin, qui va habiller par le biais de clusters, de taille, où il y a peut-être une norme spécifique qui permet que lorsqu'on formate, ben, ce morceau de démarrage, on va dire, de cluster, a un intérêt différent.
Alors, si j'ai bien compris ta question, Ouais, bah, franchement, j'ai pas compris. il faut vraiment être technicien Non, pour, non, mais même, pour comprendre la subtilité. alors, tu fais un cluster sur ton disque dur, mais en fait, si tu veux juste un bout, En gros, c'est Déjà, que il faut expliquer ce qu'est un cluster. Oui, en gros, déjà quand on formate, on se rend compte entre le disque dur qu'on achète de 1 Tera, on n'a jamais la totalité du disque dur, la capacité. voilà, déjà, c'est pas mal. Cette capacité disparaît. Pourquoi? Pourquoi? Ah, ça c'est le grand mystère. Ah, Oui, mais oui. voilà, mais c'était ça qu'il fallait que tu dises. Ouais, ça c'est intéressant. Comme ça, tout le monde sait pourquoi je me fais avoir de 1 giga. Ou des fois Eh plus, oui. hein, ou des fois de 16 gigas. En fait, les disques durs, partout, on les voit effectivement, ils sont vendus comme des 2 terabytes. Et quand on les formate, en fait, ils ne font plus que 1,850. C'est ça, 1,8. Pourquoi? Parce qu'en fait, les formatages, la capacité de stockage, elle est binaire et donc elle est multiple de 2. Ce qui veut dire que quand on passe de octets à kilooctets, à mégaoctets, à gigaoctets, à teraoctets, on ne multiplie pas par 1000, mais par 1024. Donc quand vous faites 1024 par 1024 par 1024 par 1024, eh bien en fait on n'arrive pas au même résultat. Donc 1 terabyte, c'est 1024 puissance 6 ou 7 octets. Donc 1 terabyte reformaté donne une capacité toujours plus petite. 1 terabyte va donner 0,920 mégaoctets. Alors pourquoi, terabyte. Pourquoi cet espace est grignoté, où il passe plutôt? En fait, c'est la différence entre le formatage d'usine et le formatage logiciel. C'est juste une erreur de langage en fait. 1 terabyte, c'est pas 1000 gigaoctets. 1 terabyte, en fait, c'est 1024 gigaoctets. Donc, quand on divise à chaque fois par ces multiples-là, on arrive en fait à des approximations des virgules qui ne sont pas les mêmes. Donc arrêtez d'agresser les magasins où vous achetez vos disques durs. Et c'est pas de leur faute, hein. C'est juste que c'est les commerciaux, ils ont pas mis qu'en fait, oui, mais après formatage, c'est pas 4 gigas, c'est. C'est un peu moins. Voilà. Exactement. Et pour revenir au cluster, Oui. le terme cluster que tout le monde ne connaît pas forcément parce qu'on ne l'utilise pas, c'est la partie la plus petite du disque dur. C'est l'unité de base, c'est comme l'atome pour la matière, on parle de cluster. D'accord, donc une piste est composée de clusters, si je me trompe. Alors c'est un sous-ensemble en fait. Voilà, le disque dur est subdivisé, je ne sais plus dans quel ordre, mais c'est pistes, secteurs, j'en oublie un troisième, et donc le cluster est la plus petite unité de ces parcelles. Et c'est le cluster qui reçoit nos données. Parce que c'est la plus petite partie du plateau. Oui, le cluster, en fait, c'est la plus petite brique. On peut pas avoir plus petit sur un disque dur. Donc, me demandez pas quelle est l'unité exacte du cluster. Il me semble qu'un cluster, c'est un demi-octet. Si ma mémoire est bonne, hein. Donc, c'est ça, un cluster, sur le chat, ils le disent, un cluster égale à 112 bits. Voilà. Donc après, tout dépend si on a des technologies 8 bits ou 16 bits sur les supports de données. Alors, j'ai des questions, même si on ne l'a peut-être pas encore abordé, mais c'est histoire de souffler un petit peu. Pour toi, Imrier, question, à quel point ça fait souffrir un disque dur? C'est une question de génération 4. Bon, il a fait un clin d'œil parce que tu as dirigé des magazines. À quel point ça fait souffrir un disque dur quand l'alimentation électrique est coupée brutalement pendant qu'il est en train d'écrire? Alors ça, effectivement, donc je salue effectivement le gars de Génération 4 qui était un collègue, un magazine en fait, qui faisait partie de la génération des années 90, qui faisait de l'Amiga, de l'Atari, de la console. Que j'ai acheté. Hein. Ah oui, je suivais ça effectivement ardemment avec joystick notamment. Quelle était la question déjà? Non, Je te répète. non, effectivement, arrêter en fait l'alimentation d'un ordinateur comme ça, sans passer par le fameux éteindre ou redémarrer, il n'y a pas pire.
On peut le faire 10 fois, 15 fois sans que ça ne fasse quoi que ce soit. À partir du moment où en fait on éteint le courant, le disque dur en fait a un très très puissant aimant qui va en fait, en l'absence de courant, remettre en fait la tête de lecture Ok, là. à son garage. Mm. Voilà, c'est On le quasiment. voit, oui, on le voit quand on la met là. Parfois, quand on la met sur une certaine orbite, elle revient tout de suite. Voilà, donc elle revient en fait dans son parking en dehors en fait du plateau. Donc la plupart du temps, c'est ce qui se passe. Et c'est particulièrement plus efficace dans les disques durs de laptop qui souvent en fait sont malmenés. Donc même lorsqu'il y a une chute, automatiquement le disque dur va avoir une détection de chute et tout de suite la tête de lecture pour pas abîmer les plateaux qui tournent. Je vous le rappelle à 60 ou 120 tours par seconde, la tête de lecture va se garer en dehors de la surface du plateau pour éviter de l'abîmer. Donc il ne faut jamais en fait effectivement prendre l'habitude d'éteindre son ordinateur Comme une en brute, coupant le hein. courant. Même si Windows vient de planter sa RAM, vous avez un gros spyware, bah, il faut trouver une solution. En fait avant il faut d'abord toucher avec le clavier. L'astuce c'est qu'on va faire verrouille num. On va appuyer sur verrouille nu et voir en fait si la diode verte, C'est à friser. Hein. si la diode verte en fait s'allume et s'éteint, c'est bon, c'est qu'on a toujours une possibilité de débloquer l'ordinateur. On va sur PC faire CTRL ALT supprime et on va passer en fait au gestionnaire de tâches, fermer les applications qui sont coincées et puis redémarrer la machine. Si par contre verrouille num ne s'allume plus, ne s'éteint plus, on entend mon petit clic. Si je fais CTRL ALT supprime, je vais pas le faire là pour pas friser Si l'ordinateur de la station. non mais si t'as rien à faire là-dessus, tu peux. De toute façon, personne ne voit, mais si ça te fait plaisir de faire un contrôle là-dessus sur un Linux, excusez-moi, lapsus. De toute façon, ça marche sur Linux aussi. Hein. D'ailleurs, il y a une anecdote. Hein, c'est qui a inventé le contrôle là-dessus. C'était à la demande je crois que c'était de IBM, et c'était Bill Gates qui avait dit bah tiens, si tu faisais un contrôle là-dessus. Oui, D'accord. pourquoi ces 3 touches, effectivement, bon, il fallait bien en trouver 3. En tout cas, quand on fait CTRL ALT Sup, si effectivement au bout de 5 à 10 secondes, ça n'affiche rien, c'est bloqué, là effectivement, vous êtes sûr que le disque dur est bloqué, l'application est bloquée, vous pouvez éteindre la machine en maintenant l'index ou n'importe quel droit sur le bouton Power de l'ordinateur, il va s'éteindre tout seul. Et c'est vrai, parce qu'il faut attendre 3-4 secondes et ça envoie un signal. Exactement. Le dernier signal. Dans ce cas-là, effectivement, on peut éteindre l'ordinateur. Mais sinon, si vous éteignez l'ordinateur comme une brute, le risque, c'est que la 10e ou la 15e ou la 20e fois, la tête de lecture va tomber sur les plateaux. Et donc le disque dur va être en panne mécanique, il faudra venir nous voir et ça peut coûter très cher une récupération en salle blanche. Donc, une deuxième question, parce que bon, je n'ai pas une tonne, hein, pour l'instant, ça laisse le temps de réfléchir. Quel test permet sur un Windows de savoir si son disque dur n'est plus utilisable ou est-il récupérable? Donc est-ce qu'il est récupérable ou pas en faisant un test sur une application Windows ou autre, hein, bien sûr. Y a-t-il un moyen de récupérer un disque dur? Bon, ça c'est une autre question. Dans la question, est-il moyen de récupérer un disque dur qui a pris un choc? Bon, un choc, je sais pas, dans l'exemple que j'ai déjà vu avec d'autres personnes que je connais qui se reconnaîtront en écoutant cette émission, genre je leur prête mon disque dur portable, ils le font tomber. C'est sympa, c'est de bons amis ça. Ouais. Non, c'est votre cas qui a eu cette histoire-là avec son disque dur et ses amis. Donc sur la première question... C'est passé à l'alchimie. Hein. Ah oui, d'accord, bah c'est tous les jours en fait, hein, on n'est jamais à l'abri de ça. C'est vrai que c'est une panne qui ne survient pas pour les clés USB ou les disques SSD, ils peuvent tomber par terre et il n'y a pas de choc. Mais par contre, le SSD a beaucoup plus de contraintes, donc c'est pas forcément le support idéal. Pour diagnostiquer, pour savoir si un disque dur fonctionne bien, les disques durs modernes, en fait, donc depuis une dizaine d'années, sont équipés en interne d'une fonction qu'on appelle le SMART. C'est une fonction en fait de détection anticipée des pannes qui va en fait tout simplement analyser le bon fonctionnement du disque et faire des statistiques. Si la fonction Smart du disque dur va se rendre compte que le disque dur commence à chauffer énormément, qu'il y a justement des clusters qui commencent à être défectueux, qu'il ne peut pas réparer, il va lancer une alerte. Et puis ça, vous allez tout de suite le voir parce que en démarrant votre ordinateur, avant le chargement du système d'exploitation, vous allez voir un petit message sur fond noir, en bas écrit en blanc, généralement en anglais, mais il va vous dire attention, l'ordinateur est en erreur Smart, sauvegardez tout de suite vos données. Et il y a aussi une durée de vie. Je crois qu'avec cette fonction-là, tu peux savoir depuis combien de temps ton disque dur il a été utilisé.
Alors exactement. Alors là, il faut passer par un utilitaire, un petit freeware ou un shareware. Moi, j'en conseille un d'ailleurs que mes techniciens utilisent tous là depuis 3 semaines. C'est une équipe hongroise qui a fait ça. C'est Sentinel Pro, qui est un shareware qui va être gratuit, il me semble, pendant une trentaine de jours. Mais bon, vous pouvez l'installer que quand vous avez un doute, et puis l'utiliser pendant quelques jours. Et puis si vous vous rendez compte que votre disque dur fonctionne bien, ben, vous n'avez pas forcément besoin d'acheter le logiciel. Mais par contre, bon, ça peut valoir la peine de l'acheter. Je pense qu'il doit valoir 15 euros à peu près. Nous, on a pris des licences, une trentaine de licences pour tous les techniciens. On a eu ça à 10 euros en version administrateur. Mais ça, c'est un utilitaire vraiment fabuleux parce que en mode graphique, avec des petites couleurs, des graphiques de partout, il va montrer en fait la durée de vie encore estimée du disque dur. Ça, c'est vraiment très amusant. Alors, c'est une estimation, hein, c'est pas Et forcément réel. après, tu mets des paramètres. Est-ce que vous allez marcher dessus, etc., etc. Après, il va dire, oh, ok, bon, bah, ça va encore durer 5 jours. Oui, non mais et là en fait le programmeur de cet outil-là, il a carrément créé une statistique, c'est le qui est maison, qui n'a rien à voir avec. Il prend en fait plein de paramètres statistiques de l'erreur smart, et il va déterminer en pourcentage la fiabilité estimée du disque. Donc si le disque n'a pas de cluster défectueux, qu'il n'a pas eu de surchauffe, qu'il n'a pas eu de plantage, il va mettre 100%. Et puis au fur et à mesure, on descend. Et en dessous de 50%, là, il faut s'inquiéter. Il faut sauvegarder ces données sur un autre disque parce que le disque dur peut tomber en panne dans les heures, les jours ou les semaines à venir. Alors, quelles sont les conditions idéales pour un disque dur? En parlant, là tu me parles de chaleur, de température, admettons que voilà, j'ai une baie chez un fournisseur, je dois chez un fournisseur pour mettre mes serveurs, mes ordinateurs pour qu'ils soient en continu, tout ça tourne en continu, parce qu'aujourd'hui c'est comme ça que marche Internet. Quelles sont les conditions que je dois trouver chez mon hébergeur, par exemple? Pas de tremblement de terre. Oui, donc faut pas être à Los Angeles. Les disques durs, ça n'aime pas les vibrations, donc je pense que ça peut être aussi un souci, par exemple au Japon, où ils ont des mini tremblements de terre quasiment tous les jours, plusieurs fois par jour. Un environnement sec, bien sûr, parce qu'un disque dur, en fait, n'est pas hermétique. Il y a des filtres, et en fait, l'humidité peut quand même passer à l'intérieur. Ok. Les plateaux sont en fer, généralement, ou en verre, ou en céramique. Mais quand ils sont en fer, bon, bah, ça peut rouiller. D'accord, alors là c'est intéressant sur le point que tu abordes sur la matière qui est utilisée pour le fait de stocker. Là, on parlait de fer depuis tout à l'heure, et là c'est intéressant, on parle de verre et de céramique. Oui. Quelle est la différence fondamentale qui est plus entre ces trois? Si demain, par exemple, j'ai besoin de sécuriser, est-ce que tu me conseillerais plus du verre ou du fer? Alors, tu pourras pas le savoir. Il faut Ah, vraiment c'est le caché. démonter. Ah, faut le démonter. Non, mais attends, tu le démontes, c'est fini. Eh oui, Alors, oui, t'as voilà, pas le droit c'est de ça. les monter. Non, mais tu peux en acheter deux. T'en achètes un pour Ouais, ton serveur, voilà, t'en voilà. achètes un deuxième pour Ouais. faire le mécano dessus. C'est ça. Et en fait, à l'œil nu, tu le vois même pas. Il faut prendre un marteau, taper dessus. Si ça se casse, si ça se brise en 1000 morceaux, T'as ben beaucoup de chance que c'est du verre. voilà, c'est du verre ou éventuellement de la céramique. Si tu tapes dessus sur le plateau et que ça se déforme, par exemple là, ben voilà, c'est du verre. Je viens de faire l'expérience. Heureusement, je ne me suis pas coupé, mais j'ai appuyé sur mon plateau et donc, vous voyez, Oui, vous entendez? vous avez pu l'entendre. Voilà, le plateau du disque en fait est brisé. Et il y a Pourtant, effectivement. ça a l'apparence toujours de métal. mais il y a Bah une parce qu'il y a de une verre. couche, voilà, il y a une couche effectivement ferreuse magnétique dessus, Ok. donc à l'œil nu on Qui peut pas permet, savoir. On va le cette montrer couche, à cette l'écran. couche magnétique ferreuse, c'est quand même ce qui permet de stocker. Exactement, Ok. voilà, ouais, ouais. Et en fait le verre est utilisé parce qu'il est très lisse. Je pense qu'au niveau de la fabrication c'est peut-être effectivement plus précis. Les disques durs 2,5 pouces vont être plus facilement, je sais pas où je peux montrer en fait les débris tu peux en le mettre verre. du côté de. Te coupe pas, hein. Tu l'as de C'est ton comme un côté. rasoir. Voilà. Je pense que pour les 2,5 pouces, on a besoin de plateaux plus fins, moins grands. Donc en fait, on va avoir plus facilement des plateaux en verre. Pour les disques durs 3,5 pouces, on peut avoir du métal. Il me semble pas, moi, de mémoire, avoir vu des plateaux en verre dans les disques durs 3,5 pouces. Ok. Mais bon, ce qui n'est pas très logique non plus, parce que les disques durs 2,5 pouces sont faits pour les portables. Les portables tombent plus fréquemment qu'un disque dur de bureau. Ouais. Donc je trouve pas ça logique forcément de mettre des plateaux en verre. Mais les constructeurs de disques durs en ont rien à faire de savoir si c'est plus fiable ou pas. Ils veulent juste vendre leur disque dur au meilleur prix Ok. face à la concurrence. Est-ce que l'on peut. Parce que des fois, moi je sais que j'ai. Bon, je vais parler pour moi, mais je sais que je suis pas tout seul dans le même cas. C'est on entend un drôle de bruit, une sorte de Clac. broutement, de claque Le ou clac. de broutement. Est-ce que c'est De la fin. broutement. De frottement. Oui, Attends.
Un disque brut. Enfin, qui t'as un broute, truc avec les vaches. qui c'est- fait des bruits, on va dire, pas normaux, enfin pas normal. Donc Et si tu me proposes de brouter ton disque dur, Ça je vais fait- me poser ça- des questions. Ouais, hein. ouais, ouais, c'est moi aussi. Hein. Non, mais c'est Christophe Villeneuve dit Hello, l'homme qui écoutait aux oreilles des disques. Ouais, et donc, Exactement, je vais boucher les oreilles de mon fils. Hein. quand on entend ce genre de symptômes, de bruit, on va dire, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, est-ce que c'est la fin de vie du disque dur ou c'est plutôt un effet de bord de d'autres produits ou d'autres composants de l'ordinateur? Alors, je suis là pour vous apprendre des choses, justement, sur un métier qui est méconnu parce que la récupération de données, il n'y a aucune université dans le monde qui l'enseigne. Et un ingénieur informatique sur 4 ans d'études va avoir à peu près 1 heure et demie de cours, pas sur la récupération de données, mais sur le euh, data, data disaster, donc le recouvrement de données ou bon, les mesures d'urgence à prendre en cas de panne de disque. Euh, mais tout ce qui est côté mécanique, bah, c'est pas forcément enseigné. Je suis ingénieur informaticien, surtout un administrateur sort, il va s'arrêter au système. Il va pas aller au-delà de la mécanique, parce qu'il fait pas de mécanique. Bah oui, effectivement, mécanique ou électronique. Mm. Et puis l'idée, c'est que pour diagnostiquer en fait un disque dur, 90% du diagnostic à chaud, donc lorsque nous recevons les disques, se font à l'oreille. Et c'est vraiment effectivement l'homme qui murmurait à l'oreille des disques durs, parce que à l'oreille, on peut dire avec 90% de fiabilité quel est le type de panne, de quoi souffre le disque dur. Donc si le disque dur fait des claquements, Mhm. des petits claques ou des gros claques, parfois même le moteur va s'arrêter de tourner. Lorsque ça claque, il y a deux possibilités. Euh, c'est soit la tête de lecture qui est abîmée, et donc la tête de lecture. En fait, le claquement, c'est simplement que la tête de lecture va faire des va-et-vient entre l'axe de rotation, donc le milieu du plateau, et puis en fait, comme il n'arrive pas à lire le plateau, bah, il va revenir en fait dans son parking. Et à chaque fois qu'il va heurter en fait l'axe de rotation, il va faire clac, clac, clac. Et puis au bout d'un moment, il va se fatiguer et va éventuellement arrêter de tourner. Donc le claquement, il est symptomatique du fait que la tête de lecture ne pouvant pas lire le plateau heurte, l'axe revient. C'est un problème soit de tête de lecture, soit de PCB, de la carte électronique. Sur la carte électronique va être souvent stocké le firmware, ou en tout cas une partie du firmware. Le firmware, c'est en fait le microprogramme qui va commander au disque dur, comme pour une machine à laver, ou tous les appareils électroniques ont un firmware qui parfois nécessite d'être reprogrammé. La Freebox, sa Freebox, on a toujours des mises à jour de firmware. C'est juste en fait le cerveau du boîtier qui va avoir besoin d'être amélioré, d'être upgradé pour mieux fonctionner. Donc ce firmware, lorsqu'il est abîmé, et si on n'arrive pas à le réparer, c'est un cas de figure qui malheureusement peut arriver. Si on n'arrive pas à réparer le firmware, on ne peut plus accéder au disque dur. C'est fichu. Soit parce que le plateau est abîmé, il est rayé, ça crée des sillons, on l'a vu tout à l'heure devant la webcam, ça crée vraiment des sillons qu'on sent en fait en touchant avec le doigt. Soit le plateau est abîmé, soit la tête de lecture elle est abîmée, ben dans ce cas-là nous on peut la changer en salle blanche. C'est une opération un peu délicate et dispendieuse parce que les pièces détachées sont très très chères. Lorsqu'on achète un disque dur, celui-ci par exemple va valoir 60 euros. Pour avoir un disque dur d'honneur, pour faire une greffe d'organes électromécaniques, on va devoir payer parfois 3 à 4 fois le prix. Parce que c'est pas le disque dur d'aujourd'hui, on va devoir trouver le disque dur qui est compatible, qui a le même firmware, les mêmes capacités, et qui existait en fait en février par exemple 2011. Donc ça, on va soit le trouver sur le marché de l'occasion, avec eBay, Price Minister, soit on va être obligé de l'acheter chez des distributeurs qui eux ont des dizaines de milliers de disques avec toutes les versions de firmware, toutes les versions de modèles, toutes les marques. Et donc ces disques d'or là, voilà, ils les vendent à prix d'or parce qu'ils savent que c'est pour sauver en fait la vie d'un autre disque dur. Donc ce disque dur qui vaut dans le commerce 60 euros, nous on va l'acheter 180, 250 dollars, et souvent c'est la moitié du prix qui est uniquement pour les frais de transport. Mhm. Et tous ces composants de rechange, comme on peut dire, on peut s'en servir plusieurs fois ou on s'en sert une fois et puis après ça va à la poubelle et on passe au suivant.
Non, en fait, on a tous les cas de figure. Parfois, en fait, on est obligé de changer 2 à 3 fois la tête de lecture. Donc, on sacrifie 3 disques durs pour sauver un disque dur. Et puis, à la troisième fois, ça fonctionne. Et puis, une autre fois, si on a de la chance, si les plateaux sont pas abîmés, eh bien, la tête de lecture, elle, peut être utilisée 2, 3, 4 fois. C'est un grand maximum. En fait, on le voit pas à l'œil nu, on le voit même pas forcément au microscope, surtout si les plateaux sont rayés sous la surface, on va pas forcément démonter en fait les plateaux. Mais lorsque le disque est rayé, à l'échelle en fait d'une tête de lecture, il faut bien savoir qu'une tête de lecture, l'écartement entre la tête de lecture et le plateau est 60 fois plus petit qu'un cheveu. Imaginez. Donc, ce qui veut dire que si une poussière s'intercale en fait entre la tête de lecture et le plateau, si vous lancez le disque qui tourne à 120 tours seconde, pardon, la poussière en fait va rayer le disque et ça va à l'échelle microscopique, ça va créer en fait des montagnes. Donc, si vous réimplantez une tête de lecture en milieu décontaminé en salle blanche, bah, la tête de lecture, elle va ce qu'on appelle un crash disque. La tête de lecture va se heurter en fait au relief du disque et donc en 3 secondes, vous flinguez en fait une tête de lecture. Soit on réessaie, soit on considère que les plateaux sont trop abîmés. Voilà, je pense qu'à l'origine, en fait, c'était une question pour savoir comment on détectait un petit peu. J'y reviens parce qu'il y a trois choses qui sont vraiment importantes que tous les auditeurs auxquelles ils peuvent penser. Si votre disque dur ralentit, s'il surchauffe, parce qu'un disque dur, en règle générale, monte à 35, 40, voire 45 degrés. Si vous mettez la main dessus et qu'il devient vraiment bouillant, ça peut monter à 80, 90 degrés. Là, c'est que le disque dur Il est en train de mourir. est en train de mourir. En tout cas, il y a vraiment un problème. Il faut faire des sauvegardes. Donc là, il faut changer de disque dur. Il ne faut jamais garder le disque dur plus de 3 ans parce qu'au-delà de 3 ans, il y a quand même 50% de chances que le disque dur tombe en panne. Donc si si le système d'exploitation est lent, ça peut être aussi un signe que le disque dur qui ralentit commence à être défectueux. Ça, je pense que des milliers d'auditeurs commencent à se dire, ah tiens, mon Windows met 3 fois plus de temps à démarrer. Alors, il peut y avoir les virus, il peut y avoir le disque dur qui est fragmenté. Alors, qu'est-ce que c'est la fragmentation de disque dur? Tu allais me poser la question, Oui, c'est c'est ça? ça. Un Tu disque vas dur lancer. sous Windows, quand vous écrivez en fait des fichiers sur votre disque, il ne va pas forcément chercher la place. Si vous avez un document de 10 mégaoctets, Windows, en fait, il va regarder là où il y a de la place, et puis il va regarder un trou d'un mégaoctet, un trou de 10 kilooctets, et puis il va remplir tous les trous jusqu'à stocker l'ensemble du fichier qui fait 10 mégaoctets. Seulement, le fichier de 10 mégaoctets, il peut être séparé en 10, 100, voire 10 000 morceaux même. Donc plus le disque est plein, plus les fichiers sont fragmentés, parce qu'en fait, ça fait comme du gruyère. Donc sous Windows ou Et sous ça fait Mac, forcément bouger la tête. ça fatigue, Mm. ça ralentit le système, ça fatigue en fait le disque dur qui travaille beaucoup plus, et donc il y a un potentiel de panne qui est beaucoup plus important. Donc, d'où la nécessité régulièrement, une fois par mois, on va dire, quand vous sentez que votre système est lent, vous le défragmentez, à condition que le disque dur ait au moins 10% de place. Mais de toute façon, le logiciel vous dira qu'à moins de 15%, il ne veut pas engager la défragmentation parce qu'il a quand même besoin de place. C'est comme quand on vide une armoire, on a quand même besoin de place pour enlever les livres et les remettre dans le bon sens. Mhm. Donc, pour un disque dur, c'est pareil. La seule différence, c'est que cette défragmentation, elle est inutile sur Linux. Parce que sur Linux, le système de formatage ext est beaucoup plus intelligent. Il va regarder d'abord où il peut stocker votre fichier de 10 mégaoctets. Il n'a pas besoin d'aller dans les trous, et donc il n'y a pas de défragmentation à faire sous Linux. Ça, c'est très avantageux pour les serveurs web, et puis même pour les utilisateurs en eux-mêmes. Mhm. On a parlé de disque dur, enfin de plateau plutôt. Je sais que il existe différents modèles de disque dur, IDE, SCSI et d'autres normes, enfin d'autres modèles plutôt. Quelles sont les différences? Parce que quand on va acheter un disque dur, quel choix choisir, quel plateau, enfin quel modèle par rapport à notre ordinateur
En fait, les technologies, c'est comme l'USB, les technologies évoluent et les interfaces, bien sûr, évoluent. Moi là, j'ai ramené deux interfaces différentes, donc ça tombe bien. Jusqu'au début des années 2000, milieu des années 2000, on avait en fait des interfaces IDE. Donc en fait, pour brancher le disque dur, c'est des petites pins qui sont plaquées or, qu'on pourrait très bien d'ailleurs récupérer et faire fortune en refondant, nous, les 20 000 disques durs qu'on a en stock, pour avoir un stock d'organes. Donc c'est des petites pins qui sortent, qui sont un petit peu piquantes, et donc c'est une interface IDE, je pense de mémoire il y a 50 picots, plus 4 qui sont réservés aux constructeurs. C'est là qu'on branche la nappe. Oui, exactement. Donc c'est sur cette interface-là qu'on va brancher le câble de communication avec l'ordinateur. Alors IDE, donc c'est la norme qui était valable jusqu'au début des années 2000-2005. Il faut savoir que plus on va dans le temps, moins on a besoin en fait de surface de connexion et la taille en fait des câbles et des interfaces diminue. Donc on est passé du IDE qui là fait bien effectivement 50 pins et 5 cm de large. Et puis maintenant on utilise surtout en fait le SATA euh, qui a 3 fois moins de pins, qui ne piquent pas, qui ne peuvent pas se tordre, qui sont plus solides. Euh, alors effectivement ces normes permettent quand même un débit beaucoup plus important entre l'IDE et le SATA. Après on a des normes. Bon, nous en fait comme à des mortels on achète surtout des disques durs en mode SATA. Parce que maintenant nos ordinateurs sont équipés de nappes SATA. C'est les petits câbles rouges ou bien jaunes très fins qui font à peu près 5 mm de large que vous retrouvez dans un ordinateur. Si vous voulez avoir la curiosité d'ouvrir votre desktop, pour ceux qui ne sont pas forcément informaticiens, vous enlevez les petites vis qui sont à l'arrière, vous enlevez le capot, puis vous voyez il y a un ensemble de câbles. N'oubliez pas d'éteindre votre ordinateur et tirer la prise, hein. Exactement, et puis de toucher surtout l'alimentation Ouais. pour vous décharger de Et ça, c'est l'électricité important aussi, statique. hein. Oui. Voilà, donc ouvrez le capot, mais mettez pas forcément les mains si vous ne y connaissez pas, ça pourrait faire des dégâts. Donc en fait, aujourd'hui on connecte les disques durs en SATA. Lorsqu'il s'agit d'un boîtier externe, c'est de l'USB 3. Là aussi, c'est une norme qui a pas mal évolué. Mais par contre, on n'est pas égaux entre Mac, PC et Linux. Pour les mêmes interfaces, on va pas du tout avoir les mêmes vitesses. Vous avez les débits théoriques des disques durs. Et en fait, dans la pratique, je vais encore me plaindre des systèmes Windows, mais quand vous branchez un disque dur en USB, même USB 2, hein, un même disque dur externe en USB 2 sur Windows, vous faites l'essai, si vous avez les deux ordinateurs ou les trois avec un Linux, les taux de transfert sont trois fois supérieurs sur Mac que sur Windows, simplement parce que la programmation n'a pas été suffisamment optimisée, et puis il y a de la déperdition dans la compréhension et la traduction des bits de données qui sont envoyés du disque dur au système d'exploitation. Donc pour une même nappe, on n'aura pas forcément la même rapidité. Alors sur Mac, c'est beaucoup utilisé en fait pour le montage vidéo, montage audio. Donc sur Mac en disque dur externe, on va privilégier le FireWire 400-800 qui est aussi puissant quasiment que le SATA dans les débits pratiques. Après sur les débits théoriques, donc sur Mac, FireWire en externe c'est super. Sur PC, Linux, en externe, privilégier l'USB 3 qui est beaucoup plus rapide. Mais là, il faut avoir un ordinateur suffisamment récent qui l'accepte. Mais de toute façon, il y a une compatibilité descendante. Donc si vous avez de l'USB 1 ou USB 2, vous pouvez très bien acheter un USB 3 et puis il sera compatible avec votre nouvel ordinateur. Donc à chaque fois on double ou on triple la rapidité de lecture, hein, entre les différentes interfaces. Est-ce que ça a un impact sur la durée de vie du disque dur? Parce que là, tu parlais de pouvoir accélérer le débit avec, suivant le système d'exploitation, Mac, Windows, enfin, ou PC. Est-ce que ça, si on prend tel ordinateur par rapport à un autre, est-ce que on va gagner quelques mois de survie ou C'est intéressant, ta question, elle m'a jamais été posée, bizarrement. L'interface, non, ne joue pas du tout sur la durée de vie ou la fiabilité du disque. Par contre, les nouveaux disques durs qui sont vendus, alors essentiellement au Canada, moi où j'habite les 3 quarts du temps,
un peu moins en France, mais ça commence à apparaître. Tous les disques durs qu'on achète au Canada, aux États-Unis, en format poche par exemple, ce sont des disques durs USB 3, mais directement soudés sur le disque dur. Ça ne passe plus en fait, parce qu'un disque dur externe, qu'est-ce que c'est exactement? Pour le comprendre, hein, c'est important. Un disque dur externe, c'est un disque dur interne avec une nappe SATA, puisque maintenant c'est la norme, avec un boîtier qui va passer du SATA à l'USB ou FireWire. Bah, les nouveaux disques durs qui sont vendus sont moins dispendieux parce qu'en fait, ils ont fusionné les deux. Mais le problème, c'est que l'USB 3, là par contre, il est carrément soudé en fait sur la carte électronique du disque dur. Donc si en fait on a des problèmes dessus ou si on a des données à récupérer, ça va être beaucoup plus difficile. Parce que nos outils, nous, ils vont directement sur les nappes constructeurs, IDE, SATA. Le fait de passer par l'USB, ça nous oblige en fait à rajouter l'interface Windows, Linux ou Mac. Donc on a moins de possibilités en fait de faire ce qu'on appelle des ghosts, donc des duplications de sécurité. On va cloner le disque. Nous, concrètement, quand on a un disque dur qui tombe en panne, on va d'abord essayer de le réparer en salle blanche, et puis ensuite de faire en fait ce qu'on appelle un ghost, une duplication de sécurité. On va faire ensuite une extraction logicielle sur le clone, jamais sur le disque dur défectueux, ça pourrait l'abîmer encore plus. Et bien en fait, avec ces nouveaux disques durs de poche en USB 3, les possibilités de récupération de données posent beaucoup plus de problèmes. Mais la question sur l'extraction, comme là tu parles de logiciel, mais c'est quoi? C'est un dumping des data ou comment vous faites exactement pour faire cette extraction? Pas dans le détail forcément, mais par exemple, voilà, j'ai 2 disques durs RAID d'un serveur miroir qui a pété. Toi, je suis en train de pleurer parce que j'ai plein de clients dessus. Tu fais, ah t'inquiète, William, je vais t'aider. Bon, ça te coûtera ça, c'est très bien, mais bon, c'est le business. On se pose là-dessus. Et comment toi tu vas faire pour extraire ces données? Bon, j'ai bien compris que tu dois faire un ghost de ces 2 disques durs et la rapatrier parce que quoi qu'il arrive, je ne pourrais plus utiliser ces disques durs parce qu'ils sont morts. Toi, tu as une technique derrière pour copier ces fameuses datas et me les rapatrier vers un autre disque dur. Et quel est ce pont, cette gateway qu'il y a qu'est-ce que tu fais exactement pour sauver mes données? Bon, déjà, tu as le principe de mécanique. Alors, le principe de base, c'est que moi, c'est mon cœur de métier. J'en ai fait depuis 10 ans mon cœur de métier. Je ne fais que du disque dur. L'informaticien, aussi doué soit-il, il est limité. Il va essayer de brancher un logiciel, il va essayer de changer une carte électronique. Le changement de carte électronique, ça ne fonctionne quasiment plus. Ça marchait pour les vieux Maxtor, Diamond Max, mais aujourd'hui, c'est tellement complexe que le firmware évolue avec la durée de vie du disque dur. Donc on peut quasiment plus faire des swaps, donc des changements de carte électronique pour les faire repartir. Donc nous en fait, comme on traite 12 000 disques durs à l'année, on a des processus très stricts. Le gros problème, nous, des disques durs qui nous viennent des entreprises, c'est qu'ils ont été bidouillés pendant 2-3 jours après la panne par des informaticiens qui souvent accentuent la panne. D'une panne logique, logicielle, limite smart, donc une panne de défaillance latente, et bien en fait ils transforment cette panne-là en une panne mécanique parce ils ont lancé un logiciel de récupération de données. Ils peuvent avoir accès au disque, ils le lisent, et puis bizarrement ils se demandent pourquoi depuis 3 jours le disque dur a divisé sa vitesse de lecture par 10. Donc le process, c'est d'abord d'identifier la panne. Ça, c'est le plus important. Savoir si on est en présence d'une panne logique, d'une panne électromécanique ou d'une panne mécanique. Donc, selon chaque type de panne, en fait, on a un processus très strict. Si c'est une panne logicielle, à la rigueur, on n'a pas besoin de faire de ghost, de clonage du disque. On peut travailler uniquement en lecture, jamais en écriture, mais on peut travailler uniquement en lecture pour essayer de reconstruire avec des logiciels de récupération de données pour avoir nos données. Ça, c'est les pannes logiques. Ça représente que 20 à 25% des pannes de disque dur. Ensuite, on a la panne électromécanique. Problème de smart, ça veut dire le disque dur est lent, inaccessible, il est visible, mais il commence à présenter des signes de fatigue. Ça aussi, c'est 20% en fait des pannes. Là, on est obligé de faire un clone.
Parce qu'en fait, si on travaille, et c'est ces disques durs-là qui posent le plus de problèmes en entreprise, lorsque le disque du serveur pète, bah, on se sent tout de suite responsable de la situation parce que les backups, bah, les logs de backup, ils ont été Foiré. parfaits pendant un an, Mm. et puis on se rend compte qu'en fait, non, le logiciel a mal fonctionné, le log de backup, il est vide. Ça arrive très très souvent. Donc, c'est pas une électromécanique latente. L'informaticien va être tenté en fait de lancer un logiciel pour essayer d'extraire. Mais c'est ces disques-là qui sont Mais entre deux mondes qui sont les plus difficiles à traiter. l'extraction, c'est quoi? C'est une extraction bit par bit ou il va copier les fichiers bêtement, il va faire un CP moins RUP du répertoire ou un AirSync? AirSync, donc ça c'est un programme sur Linux par exemple qui va vous permettre de copier de disque dur en disque dur, ou vraiment ce fameux soft de ton côté, parce que après l'informaticien qui se croit Dieu et qui fait des bêtises, même s'il a la pression de son chef, en disant j'ai pas de mettre de l'argent, trouve une solution avant qu'on trouve cette solution pour mettre de l'argent. Est-ce que derrière vous allez copier bit par bit ou vous allez juste prendre ce fichier et le copier bêtement? Alors si c'est une panne logique, on va copier, en fait, on va faire Mm. une extraction Mhm. logicielle. Ok. Même pas bit par bit, c'est-à-dire vraiment copier uniquement les dossiers qui intéressent en fait le client. Si on est en panne électromécanique ou bien mécanique, là on va faire une extraction bit par bit parce qu'on a besoin de l'image exacte du disque dur. C'est pour ça qu'on fait un clone. On a besoin d'avoir vraiment l'image parfaite. Donc ça, c'est l'opération en fait. Je voulais juste terminer en fait par rapport aux trois types de panne. Il y a la panne logique, 20%, la panne électromécanique latente, 25%, et puis presque 60% de panne mécanique. Lorsqu'on est en présence d'une panne mécanique, on va d'abord chercher à réparer la panne. On me pose souvent la question, on nous pose tous les jours la question 100 fois, est-ce qu'on peut réparer un disque dur? En fait, à partir du moment où on répare un disque dur, il est plus fiable, il ne faut plus l'utiliser. Quand il passe, nous, Mm. en salle blanche, Ah, c'est pour une dernière utilisation. exactement, c'est un one shot. Voilà, c'est un one shot, c'est au revoir. Ouais, c'est-à-dire qu'on va le faire passer en salle blanche, il faut qu'on commande des pièces détachées, compatibles. On va faire un prélèvement d'organes du disque dur sain vers le disque dur défectueux. C'est exactement comme un transfert d'organes médical humain, mais adapté effectivement à un monde électronique et mécanique. Donc on va réparer le disque dur en salle blanche, et puis à partir de là, on va le faire repartir, mais le disque dur va peut-être repartir pour 1 heure, pour 10 heures ou pour 10 jours, on ne peut pas le savoir. Donc on prend toutes les précautions pour recopier les données, les parties où les données sont les plus vitales, les C'est-à-dire qu'il fichiers. faut faire la réparation directe et après c'est Voilà. foutu. Donc une fois qu'on a fait la réparation, Mais c'est dû à quoi? Ça c'est dû parce que c'est pas fait de manière microscopique industriellement parlant et que on a besoin vraiment d'avoir quand on crée le disque dur dans les industries en Chine par exemple, on va avoir ou il y a Thaïlande aussi, hein, que je dise pas de, ouais. il y a Thaïlande aussi, c'est plus la Thaïlande Mhm. qui sont connus là-dessus. Vous avez ça va durer 10-15 jours parce que vous l'avez fait à la main. Bon, vous êtes comme dans une salle blanche, c'est peut-être ça aussi cette raison, vous ne l'avez pas fait de manière électronique avec des robots qui sont un peu plus précis par rapport à vous. Ah oui, non, on peut pas faire ça Mm. par robot parce que chaque Mm. manipulation Non, est mais, différente. mais ça coûterait trop cher, quoi qu'il arrive. Non, ce serait pas faisable. Mm. Ce serait pas faisable parce qu'en fait, il faut placer des cales pour éviter les frottements des disques. Mm. Et un robot peut pas analyser. On montrait tout à l'heure les têtes de lecture. Une tête de lecture, elle peut très bien être complètement tordue. Euh, la tête de lecture peut être Mm. tordue à la perpendiculaire. Et dans ce cas-là, le robot, Mm. lui dire d'interpréter, le programmer pour avoir tous les cas de figure, c'est J'ai pas mal possible. formé, j'ai mal formé ça. Si pourquoi c'est pas réutilisable après, c'est que de manière industrielle quand les disques durs sont construits à la base, de toute façon il n'y a pas de problématique, ils sont dès le départ ils sont construits. C'est pour ça que de manière industrielle on les fait précis, qui vont durer 3 ans, 4 ans. Mais vous, vu que vous les décortiquez, vous les ouvrez, effectivement, cette durée de vie elle est moindre quoi qu'il arrive, parce que on va dire, c'est pas la même précision. Non, en fait, c'est même pas une question de précision, de robotique Mm, ou mm. d'humain. À partir du moment où on ouvre un disque dur même en salle blanche, on enlève le capot, il y a toujours des particules qui peuvent s'introduire. Ok. Nous, notre salle blanche, elle est certifiée ISO 5, ISO Mm, 6, ISO 7, mm. 100, 1000 ou 10 000. Donc, mais Ok. il va jamais y avoir zéro poussière. Mais par contre, nous, dans notre travail, on utilise une salle blanche et des hautes afflux laminaires qui vont filtrer les particules qui peuvent être dangereuses pour le disque. Mais on ne peut jamais, on Ah, ne c'est pas- peut. en gros, c'est pas fait pour,
c'est pas le même environnement, vous n'êtes pas là pour fabriquer des disques durs, vous êtes là pour les restaurer et sauver la vie Ouais, c'est des, ça. data, des, Ouais. des- Et des du coup, données. les poussières qu'il reste, les toutes petites, elles sont presque pas dangereuses pour le disque. Elles sont pas dangereuses, mais elles atteignent quand même la mécanique. Donc il y a un risque. À partir du moment où un disque est ouvert en salle blanche, qu'il y a eu un changement de tête de lecture, on change l'aérodynamisme à l'intérieur, on change en fait la composition chimique de l'air, on a rajouté des poussières même si elles sont microscopiques. Donc le disque dur, une fois qu'il est réparé, il peut durer 1 heure, 10 jours, peut-être 2 ans, mais en tout cas il ne faut pas prendre le risque, il faut arrêter d'utiliser. L'entrée dans la salle blanche, vous mettez combien de temps avant de pouvoir travailler? Je sais, après, c'est un peu bizarre comme question, mais lorsque tu rentres dans ta salle blanche, tu as une certaine combinaison, tu as tes lunettes, tu as un masque, il y a un certain temps d'adaptation. En fait, lorsqu'on lance en fait les hottes à flux laminaires, il faut généralement attendre 15 à 20 minutes pour être sûr que toute la poussière qui peut s'être accumulée en fait sur les outils, sur les boîtes, il faut attendre 15 à 20 minutes. Donc généralement, c'est ce flux d'air qui fait quand même du 50 décibels. Donc toute la journée, imaginez travailler 9 heures dans la journée avec du 50 décibels qui vous chante dans les oreilles. C'est pas forcément des Quand conditions vous de travail venez le soir à la maison, vous avez les oreilles. qui sifflent. Ah, Ouais, ouais. t'as l'impression de prendre l'avion tout le temps. Voilà, exactement. Donc, non, c'est des conditions pas forcément évidentes. La charlotte, les lunettes, les plus expérimentés peuvent s'en passer, c'est-à-dire qu'ils vont s'abstenir de parler, de poustillonner en direction des disques. Donc après, il y a des astuces qui nous permettent d'éviter d'avoir systématiquement mettre l'attirail de cosmonaute pour changer les têtes de lecture. Mais c'est ça, le risque c'est ça, c'est un disque dur qui passe en salle blanche, il ne faut plus l'utiliser. Donc on ne peut pas réparer les disques, parce que souvent les gens se disent bah, il suffit juste de le réparer. Bon, le disque dur m'a coûté. moi, Vous êtes là pour sauver les données. Après, le disque dur, ça coûte 90 € ou 300 € de disque dur, mais derrière, vous avez 300 millions de je sais pas quoi de data, c'est super Oui. sensible. On s'en fout du disque dur, on veut récupérer les données, point. moi, je sais que j'ai déjà fait appel à tes services pour sauver des sociétés où dedans il y avait la comptabilité de l'entreprise. Bah, la comptabilité de l'entreprise, à la rigueur, c'est, on va dire, moins grave, parce que ça peut se ressaisir. Mais quand tu as les photos de toute ta famille, de la naissance de tes enfants depuis 10 ans, parce qu'on n'a jamais été aussi dépendant du disque dur et de l'informatique. On ne prend plus la peine d'imprimer ces photos, on en fait à l'appel avec tous nos appareils numériques. Donc on n'imprime plus ces documents, on n'imprime pas ces mails, alors qu'avant on avait les lettres, les cartes postales. Donc c'est vraiment un drame lorsque les personnes ont un disque dur qui tombe en panne, parce que nous, on a régulièrement des étudiants petit message, petit clin d'œil à tous les étudiants qui font leur thèse, leur mémoire, prenez une petite sauvegarde sur clé USB ou un disque dur externe, parce que quand un crash disk arrive 3 jours avant sa soutenance, qu'on a travaillé 4 ans dessus, je vous assure que quand ça pète, Vous êtes reparti pour 4 ans. comme disent les Ouais. Québécois, on est sur le point de s'ouvrir les veines, quoi. Ouais. Je le dis parfois, ça. On va juste faire une petite pause d'un instant. Comme ça, on a le temps de boire un verre d'eau, parce que bon, faire des pauses de temps en temps. Je rappelle qu'on a un chat.rim952.fr. On est avec Imre, j'ai oublié ton prénom, excuse-moi, son Evan. fils, Evan qui intervient, mais sur les bons trucs. On ne dit rien, et subitement, il dit Comme les il faut. choses comme il faut. Tu devrais en prendre exemple, Christophe, et moi aussi. Ah, bien sûr, on se retrouve pour toi. Non, mais c'est pour ça Quand que vous je suis mis dans apprenez déjà une part d'exemple quand même. Ah, non, Vous mais- avez déjà un petit peu, quand même, beaucoup d'expérience. Oui, Voilà. mais tu viens de me calmer encore plus. Bon, on se retrouve tout de suite après ça. Et j'ouvrais, il y a encore un bon 15 minutes d'émission. Si vous avez des questions à poser, j'ouvre l'antenne, 08 92 23 95 20.
Vous êtes sur la radio ici maintenant 95.2, c'est Cyberculture. Aujourd'hui on parle de disque, je suis avec Christophe, Imre et son fils que j'oublie toujours, il va pas être content. Evan. Oui, Evan, il va pas être content. Et Il va te tirer les oreilles. Eva comme ma sœur, Evan parce que c'est un un prénom de garçon. Mhm. Bon, on parlait de disque dur. Alors, j'ai ouvert l'antenne si vous voulez poser des questions à Imre, à Evan, parce qu'il a l'air d'être un super spécialiste là-dessus. 08 92 23 95 20. Et on revient sur nos histoires de disque dur. Qu'est-ce qu'il y a abordé maintenant? Il y a encore beaucoup de choses. Faut pas t'inquiéter. Donc on va parler. Ne t'inquiète pas, parce que moi j'ai mes questions au cas où. Hein. Bien sûr, je sais bien. Donc on a parlé beaucoup de matériel en niveau hard. Et on va s'orienter un peu plus maintenant, on va dire logiciel. Et format, entre autres, le RAID. Parce que des fois, on peut voir la possibilité de formater, enfin de concevoir des disques durs en RAID. Peux-tu nous en dire un peu plus? Alors oui, les RAID, on a une problématique, c'est que on achète parfois des ordinateurs ou des ordinateurs portables. On s'en rend pas forcément compte, même des boîtiers externes. L'ACI est un grand spécialiste d'ailleurs pour ça, de faire des RAID sans forcément l'indiquer au consommateur. On achète parfois effectivement des boîtiers externes qui vont avoir une grosse capacité, 2, 3 teraoctets, 5, 10 teraoctets, et avec un gros boîtier. Et les gens ne savent pas forcément que dans le boîtier, il y a plusieurs disques durs, justement en configuration RAID. Alors, le RAID, en fait, pour essayer de vulgariser ça et de faire en sorte que tout le monde comprenne, le RAID, vous prenez des disques durs et c'est un peu comme s'ils étaient entrelacés entre eux. On va chercher avec 3, 4, 5 disques à soit aller plus vite, et donc on va utiliser en fait un RAID par exemple 0, où il va y avoir des disques durs qui vont être entrelacés. On va écrire en fait en parallèle sur tous ces disques durs là pour augmenter la vitesse et la capacité de stockage. Le RAID 5, par exemple, lui, va permettre d'augmenter en fait la sécurité. C'est-à-dire que sur le RAID 5, on a 3 disques par exemple minimum pour créer un RAID 5. Et puis, si l'un des 3 disques durs tombe en panne, le système RAID, en théorie, continue à fonctionner. On peut ensuite remplacer le disque dur défectueux et le système RAID se recompose. Il se met en mode dégradé. Il se met d'abord en mode dégradé et après on remet le nouveau disque dur et c'est parti. Exact. Par contre, si un deuxième disque du RAID 5 tombe en panne, bon bah là on n'a plus que ses yeux pour pleurer. Il faut ramener le disque dur dans un laboratoire de récupération de données. Mais donc le RAID, c'est une technologie assez pointue, utilisée surtout dans les serveurs pour augmenter soit la capacité de stockage, soit la rapidité, soit la sécurité. Et on a de plus en plus la possibilité dans nos ordinateurs classiques
de créer des RAID parce que les cartes mères maintenant sont livrées avec justement des interfaces RAID. Donc on peut soi-même prendre deux disques, faire un RAID miroir, ce qu'on appelle un RAID 1. Donc un RAID miroir, c'est-à-dire que un disque dur va en temps réel se cloner soi-même pour offrir soi-disant une sécurité. Alors j'aime pas trop le RAID 1 miroir parce que généralement quand vous avez une surtension électrique, les deux disques sont branchés sur la même carte et donc ce sont les deux disques qui grillent. Et puis si vous formatez ou si vous supprimez un fichier, et bien en fait là aussi vous avez en fait votre disque miroir qui est formaté ou avec le même fichier supprimé. Donc le RAID miroir c'est une fausse sécurité ou alors il faut avoir un RAID miroir mais soit en iCloud soit avec en utilisant deux cartes différentes, c'est-à-dire que les deux disques ne soient pas branchés sur la même carte Pour entre comprendre, hein, pour le iCloud, c'est simplement avoir son disque dur. Admettons que vous avez deux ordinateurs, bah, vous allez utiliser le disque dur du premier ordinateur et le disque dur du deuxième ordinateur, et avec un petit logiciel sous Linux ou sous Windows, mais j'aime bien Linux, il y a un programme qui s'appelle ISCSIR qui va vous permettre de joindre ces deux disques durs de ces deux serveurs pour en faire juste une seule partoche, une partition RAID 1. Allez, c'est bien, t'as vu, je connais des trucs. C'est bien, je vois ça. Et tu parlais tout à l'heure de perte de données. Donc moi je sais qu'il n'y a pas longtemps j'ai eu une de mes connaissances n'est pas en France mais à l'étranger. Non, mais tu peux dire que c'est toi, hein. Non, 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 non. Non mais n'aie pas honte, hein. Il a perdu 15 Tera. Ouais. Il m'a dit qu'il avait signalé, enfin il avait formaté ça en RAID 5, 15 Tera de perdu. A-t-il une solution de récupérer ces données ou c'est complètement perdu? À partir du moment où les disques durs sont pas touchés physiquement, il peut par du bidouillage, par des moyens logiciels. Sous Linux, c'est assez performant, mais c'est très complexe parce qu'il faut vraiment rentrer en ligne de commande. Il faut utiliser des DResQ, Gparted, enfin des utilitaires qui sont vraiment très très spécifiques euh, pour essayer de reconstituer la grappe RAID. Euh, c'est quand même très très complexe. C'est très complexe et très très risqué. C'est sûr que si on n'a pas une unité de sauvegarde derrière, on prend quand même beaucoup de risques. Alors les entreprises, elles, effectivement, calculent ce risque-là, mais les particuliers jouent avec du RAID. Montez votre système RAID uniquement pour des données qui ne sont pas vitales. Ça va être par exemple du calcul de base de données, ça va être du montage vidéo, mais vos rushs, ou en tout cas vos films montés, mettez-les sur un disque dur non RAID, parce que en cas de récupération de données, c'est non seulement plus long, plus complexe, mais plus dispendieux, parce que vous multipliez en fait le temps et le coût par le nombre de disques. Nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, si pour un disque dur classique, on va par exemple avoir une panne de disque à, je sais pas, à 300 euros, bah, le RAID en 5 disques, vous allez faire 5 fois 300 euros. Donc, réfléchissez bien avant d'utiliser un RAID, pas de données sensibles dessus. Et si je confie un de mes disques durs à toi, Ou à moi. le contenu, oui, ou à toi, enfin, comme un professionnel, on va dire, le C'est contenu, sympa ça. le contenu à l'intérieur, est-ce que il y a un droit de regard ou vous récupérez juste les données, vous les mettez de sauvegarder et vous le donnez au client, ou vous en faites quelque chose que vous gardez de votre côté? Ah non, non, on a une confidentialité non seulement sur l'identité des gens, on fait partie des seuls spécialistes dans le monde à ne pas faire la publicité des entreprises pour lesquelles on récupère. Il y a des gouvernements et des centres d'énergie atomique, il y a des grands comptes, des banques, des gouvernements. Donc ça, effectivement, moi je suis, c'est une déformation professionnelle du temps où j'étais journaliste. Je ne communique pas sur ça pour pas mettre les gens mal à l'aise. Ça pourrait nous servir commercialement, mais on le fait pas. En tout cas, on a pris le parti de jamais le faire. Donc, quand on a des données sensibles ou des logiciels, que ce soit des logiciels en licence, sous licence ou piratés, nous, de toute façon, on ne regarde pas la qualité des données ou des logiciels qui sont utilisés. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller récupérer les données ou le disque dur sous sa forme telle qu'elle était avant la panne. Donc, non, non, que les gens ne se disent pas, oulala, ils vont soit garder les données, on a une
une charte de confiance et des clauses de confidentialité très strictes sur notre site. Même on signe parfois des contrats spécifiques en plus pour des grands comptes, des grandes marques qui veulent vraiment se couvrir au niveau juridique, parce qu'il peut y avoir du piratage effectivement d'informations d'une entreprise à l'autre. Euh, les données, elles sont confidentielles. S'il y a du contenu légal ou illégal, c'est pas à nous de faire cette différenciation. La seule chose sur laquelle on est tenu en fait de communiquer auprès des autorités publiques, c'est en cas de contenu pédophile ou de contenu terroriste. Et là, c'est vrai que si l'un de mes techniciens tombe, je ne sais pas, sur des plans d'une bombe, d'un plan qui se prépare à tel endroit, ça, on a pour interdiction de passer notre chemin. Il faut absolument que nous, en interne, on va se réunir, on va déterminer si effectivement le fichier qu'on a vérifié, parce qu'on fait des vérifications aléatoires des fichiers pour savoir si les données ont bien été récupérées. Eh bien, en fait, si on se rend compte que le contenu est à caractère soit pédophile, soit terroriste, là, on a pour obligation d'avertir. Ça nous est arrivé une fois on traite 12 à 15 000 disques durs entre la France et le Canada sur 10 ans. Donc presque 200 000 dossiers. Donc ça nous est arrivé une fois d'appeler la police, elle a vérifié et elle s'est rendue compte que non, c'était pas, il ne pouvait pas donner de conclusion. Donc ça s'est pas fait. Alors, j'ai une question qu'avait commencé Christophe à former, c'était, par exemple, moi je formate, bon, on va le faire de manière sale. Je suis un méchant hacker, je me suis fait attraper par la police. Ils font pas forcément appel à toi, mais eux, on a vu dans des films de genre 24 heures ou je sais pas quoi, qui sont capables, après, genre j'arrive avec, je formate, je fais un formatage de mon disque dur, je réécris des fichiers dessus, de manière, bon, on va dire bêtement, j'écris des fichiers dessus, et ils sont capables quand même de retrouver ces fameux fichiers. Alors, j'ai bien saturé mon Tera de disque dur, mais derrière, ils sont capables de retrouver mes anciens fichiers. Est-ce que ce truc imaginatif des séries télévision américaines, est-ce que c'est possible après un formatage, et j'ai pas parlé de formatage de bas niveau, ou même avec un formatage de bas niveau, pourquoi pas, est-ce que c'est possible de retrouver des datas vraiment effacées après un formatage? Alors quand on supprime des données, Mhm. quand on fait un formatage, que ce soit un formatage rapide qui va durer 30 secondes, ou bien un formatage long qui peut durer 1 heure, 2 heures sur un disque dur de capacité moyenne, euh, ces formatages-là vont supprimer en fait ce qu'on appelle l'index, donc le Mm, sommaire. mm. C'est un peu comme sur un roman, si on arrachait les pages du sommaire. Donc les données en elles-mêmes, elles sont toujours là. Donc elles sont récupérables soit avec une arborescence bien propre lorsqu'il s'agit d'un formatage rapide, soit en brut. Et donc là, on n'aura plus les noms de fichiers. Donc en bit, ce sera une espèce de dump, si on appelle ça un dumping du disque dur, il y a juste à faire le parcours et de reconnaître le leader, donc la tête de chaque fichier. On pourra reconnaître par exemple un doc Windows, un JPEG, parce que c'est marqué en tête, etc. C'est bien ça, hein. En fait, le logiciel de récupération de données va chercher à identifier les headers de chaque fichier, c'est-à-dire ce nom d'identifiant qui va correspondre à un point doc, un fichier doc Un Windows exe. ou un point PMB, un BMP, un point JPEG. Il va mettre ça effectivement de côté. Alors, il y en a un par exemple dans le domaine gratuit Photorec qui fait ça très très bien. Mais après, c'est effectivement très très lourd parce que ça vous crée des centaines de dossiers avec des caractères un peu incompréhensibles. Et puis à l'intérieur, il faut vraiment fouiller. Il faut prendre un logiciel pour visionner les documents comme XNView, qui est un shareware qui permet très utilisé par les journalistes parce que ça permet quand on reçoit des, des dossiers de presse de visualiser toutes les images et tous les documents avec des petites miniatures. Donc ça, XNView ou ACDC qui est un logiciel payant à contrario, mais XNView qui est un shareware et qui est formidable pour ça parce que en quelques secondes, on peut Il fait des prévus, hein. checker des Mm. centaines de fichiers. Il te fait une prévue, il te reconnaît quasiment il te dit, ah bah tiens, c'est tel fichier, etc. Exact. Ok. Voilà. Et Donc ça, c'est pour les formatages rapides mm. et les formatages. La suppression de fichiers, pareil. Mais alors, après un formatage d'usine, à nos niveaux à nous, retrouver
lorsqu'on a réécrit par exemple des 0 et des 1 sur les disques durs, c'est de l'ordre de la science-fiction de penser qu'on peut retrouver en fait des fichiers. Mais il faut passer des heures. Imaginez que vous êtes un hacker et puis que vous savez que la police est à la porte. Vous n'allez pas passer des heures à réécrire en fait Mm. le Et, disque dur. et les gens qui arrivent avec l'espace de gros ce cercle magnétique qui passe comme ça, genre ils mettent des ondes magnétiques, c'est une espèce de bouclier qui met des ondes magnétiques qui Alors ça, effacent. il faut avoir chez soi un dégosseur. C'est généralement un Et, gros coffre. pas de pacemaker. Ouais, oui, sinon effectivement, je pense que le disque et l'individu clament dans le même temps. Mais non, le dégosseur, on n'en a pas forcément. Et puis un petit aimant, ça fonctionne pas non plus, hein. Le disque dur a déjà un aimant à l'intérieur, hein, donc il faut vraiment une puissance électrique faramineuse. Faut le camion pour porter les voitures. Voilà. Sinon, effectivement, lorsqu'on réécrit des données, un petit peu comme pour les cassettes VHS à l'époque, on pouvait déterminer, je pense qu'on peut encore pour les DVD ou les Blu-ray pirates, lorsqu'on réécrit, lorsqu'on duplique des dizaines ou des centaines de fois, on peut savoir combien de fois la cassette VHS a été piratée. Pour les disques durs, on peut, même si il y a des formatages très lourds ou des réécritures de données plusieurs fois, on peut retrouver les données, mais ça, il y a peut-être un ou deux laboratoires dans le monde qui le font, et ça, c'est plus informatique, c'est à l'échelle de l'atome, c'est-à-dire qu'on va chercher en fait à déterminer justement quelle était la forme des atomes électriques, magnétiques sur les plateaux pour retrouver la forme qu'ils avaient avant d'avoir été réécrits plusieurs fois. C'est une technologie tellement complexe, tellement coûteuse que il y a peut-être que la NASA qui peut se payer le luxe de faire ces recherches-là. Donc Surtout sur moi, hein. oui, donc c'est déjà pas une technologie qui peut être utilisée pour le commun des mortels. Une recherche de données, c'est beaucoup de traitements humains. Donc une recherche de données, c'est même quasiment plus cher qu'une panne mécanique salle blanche où là effectivement c'est du traitement en fait essentiellement de machines, traitement logiciel, traitement électronique. Au niveau particulier, parce qu'on est aussi, les éditeurs sont des particuliers comme pour moi, souvent ça arrive que on met un fichier à la corbeille et on vide sa corbeille. Et on se rend compte quelques jours après, mince, mon fichier que j'ai mis à la corbeille, comment je fais pour le récupérer puisque j'ai vidé ma corbeille? Est-ce qu'il existe des logiciels à notre portée, gratuits ou payants, qui permettent de pouvoir récupérer ce type de fichier sans être obligé de solliciter une société? Alors il y a deux cas de figure. Soit avant d'avoir effacé les fichiers qui nous sont indispensables, on a installé en fait un logiciel qui permet en fait justement de ne pas effacer mais de le mettre dans une mémoire un peu cachée. Et dans ce cas-là, effectivement, on a juste à accéder au logiciel et on retrouve en fait ces fichiers perdus. Donc c'est bien classé. Ça c'est dans l'idéal, mais on ne pense pas forcément à installer. Il y a Symantec qui fait ce genre de solution. Il y a des dizaines et des dizaines de logiciels. Faut aller sur télécharger.com et puis on retrouve avec les mots-clés retrouver fichier effacé. Alors messieurs, je vais pas que je vais vous couper, on va conclure parce que là c'est bientôt l'heure, il est 15h30 dans pas longtemps. Donc qu'est-ce que tu voudrais, quel conseil, je sais pas, tu me dis Non, qu'est-ce que tu en penses, quel conseil que tu voudrais donner aux auditeurs pour ne pas pleurer et n'avoir que ces larmes pour essayer de rattraper ces données. Alors, on est des humains, on n'est pas des machines, hein, on n'est pas infaillible, mais tant qu'à faire, si vous voulez éviter d'aller à Chronodis pour récupérer vos données, faites des backups, faites des sauvegardes. Et alors, la définition du backup, c'est pas d'avoir un disque dur externe avec toutes ces données sur le disque dur externe. C'est d'avoir un disque dur externe avec une copie clone, donc une copie de sécurité des données que vous avez en fait sur votre disque dur interne. Souvent, les gens ont un portable, un ordinateur portable. Le disque dur interne est saturé, puis ils se disent bon, j'ai un disque dur backup, je vais transférer maintenant mes fichiers sur disque dur externe. Donc, faites bien attention à avoir un disque dur externe que vous allez brancher, par exemple, uniquement lorsque vous allez transférer vos fichiers en backup une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. C'est très bien d'avoir un système pas complètement automatisé, Ne pas avoir confiance. mais ne pas faire confiance à la machine, S'organiser. faire
une solution manuelle ou semi-automatique avec un petit logiciel comme InSync dont tu parlais. Il y a la version Linux. InSync, c'est sur PC, ça permet de dupliquer très rapidement, comme la vieille commande DOS Xcopy, qui permet de dupliquer un dossier vers un autre. Attention, c'est très très puissant parce que ça va effacer tout le répertoire de destination avant de le recopier. Ok, bah merci à toi d'être venu, donc c'est un Imre. Merci à toi, Evan. Tu nous as apporté énormément De rien. d'informations et tu déchires 3 à ton âge. Et t'as quel âge d'ailleurs? 10 ans. Ah, c'est bon, ça c'est de l'informatique. Et merci à toi, Christophe. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Cyberculture. Aujourd'hui, il n'y a pas de hotline hein, parce qu'Olivier, il peut pas bouger. C'est comme ça arrive. Bon rétablissement à toi et merci à vous. Hein, j'espère qu'on se reverra. Merci. Et le chat est ouvert jusqu'à 18h. Vous êtes sur la radio ici et maintenant. C'était Cyberculture. Ciao. Ciao, ciao. Au revoir.